Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une analyse un peu, un peu spéciale. On n'a pas une pile de documents, mais une seule page. Juste une. Elle est numérotée extrait 3. C'est un peu comme une photo, un instantané, tu vois. Et notre mission, ça va être de décortiquer cette scène figée pour comprendre toute la tension qui s'en dégage. C'est exactement ça. Et ce qui frappe d'emblée, dès les premières lignes, c'est un contraste. Un contraste hyper violent. D'un côté, on a une description digne d'une carte postale. Un lever de soleil magnifique sur la rivière Roya, les montagnes, c'est sublime. Et de l'autre, au milieu de ce décor paisible, on a des personnages qu'on sent rongés par l'angoisse, complètement immobiles. C'est ce décalage, en fait, qui crée tout de suite une atmosphère incroyablement lourde. Ah oui, c'est vrai, on commence par le décor et on se dit waouh. L'auteur insiste avec des phrases comme le ciel est clair et le soleil vient d'apparaître, éclairant d'abord les cimes enneigées. Et il y a ce détail, les galets du lit du fleuve qui se mettent à briller. C'est presque poétique, on imagine vraiment la scène, la lumière. C'est un piège, hein. C'est totalement un piège pour le lecteur. Ce décor, il n'est pas là juste pour faire joli. Sa fonction narrative est très puissante. La nature est présentée comme un spectacle grandiose, mais elle est complètement indifférente. Elle se fiche éperdument du drame silencieux qui se joue à ses pieds. Et cette beauté, du coup, elle n'est pas du tout réconfortante. Au contraire, elle est presque écrasante. Oui, c'est ça, elle les isole encore plus. C'est une beauté cruelle finalement, comme si le monde continuait sa routine majestueuse pendant que ils sont au bord du gouffre. Il y a d'ailleurs une phrase qui le confirme. Le soleil est maintenant haut dans le ciel nu. Tout est clair, tout est lumineux. Sauf leur avenir. C'est ça, l'ironie tragique. Le monde est d'une clarté absolue, mais pour eux, le futur, c'est un brouillard total. Cette lumière si crue, en fait, elle ne fait que souligner l'obscurité dans laquelle ils se trouvent. Elle n'éclaire rien du tout pour eux. Et ça nous amène au cœur du passage. Finalement, il ne se passe rien. Ou plutôt, l'action principale, c'est l'inaction. C'est l'attente. Le mot attendre est martelé. Ça commence par maintenant il attend et ça finit presque pareil. Les hommes attendent toujours. Il y a une vraie insistance. C'est le moteur de la tension. Parce que ce n'est pas une attente passive, hein. Ce n'est pas comme attendre le bus. C'est une attente active, une vigilance de tous les instants. Chaque seconde peut tout faire basculer. On sent que leurs nerfs sont tendus à craquer, même s'ils ne bougent pas. Il y a une énergie folle dans cette immobilité. Et il y a cette phrase, pour moi, elle change toute la perspective. Le texte dit ils sont habitués à attendre depuis leur enfance pendant des heures, des jours. Ça m'a vraiment marqué. On comprend que ce n'est pas juste la situation du moment, c'est toute leur vie qui est résumée là. Exactement. Tu mets le doigt sur un point crucial. Cette phrase, elle nous donne une bribe de leur histoire. Elle suggère un passé entier fait de transit, de frontières, d'incertitudes. Et le texte précise qu'ils attendent sans impatience. Alors à première vue, on pourrait croire que c'est une forme de calme, mais c'est tout l'inverse. C'est pas de la patience alors, c'est de la résignation. Ouf. C'est plus que ça. Je pense que c'est une compétence de survie, une maîtrise de soi absolue qu'ils ont dû développer. Parce que montrer de la nervosité, de l'impatience, c'est se mettre en danger, c'est attirer l'attention. Donc ce calme de façade, c'est une armure forgée par des années de précarité. C'est une attente sous très, très haute tension, mais une tension complètement intériorisée. Et pour bien comprendre cette tension, l'auteur nous ouvre une porte. On entre dans l'esprit de Milos. Et là, à l'intérieur, c'est un vrai champ de bataille. D'un côté, il y a une petite lueur. Il aime la lumière du matin. Il est heureux d'être là. C'est fou, non? Dans cette situation, il arrive encore à savourer l'instant. C'est ce qui le rend si humain, et la scène si poignante. Ce n'est pas juste une silhouette, un migrant. C'est un homme, avec une sensibilité qui peut être touché par un lever de soleil. Ça nous connecte à lui. Mais cette lueur d'humanité, c'est aussi ce qui rend sa peur encore plus terrible, parce qu'il a quelque chose à perdre. Et cette peur, elle déferle juste après. La lumière s'éteint et son esprit est envahi de questions. Qu'y a-t-il de l'autre côté? Et si les policiers le prennent, l'enferment en prison? Ce qui est frappant, c'est que ces peurs sont hyper concrètes. Ce n'est pas une angoisse vague. C'est la police, la prison. Bien sûr, parce que c'est ça la réalité de leur situation. L'enjeu n'est pas philosophique, il est vital. En choisissant des peurs aussi terre-à-terre, l'auteur nous ancre dans une réalité brutale. Et surtout, il y a la peur ultime, la plus personnelle. Quand pourra-t-il revenir auprès de Léna, de ses parents? Là, en nommant Léna, la peur prend un visage. Ce n'est plus un concept, c'est la perte d'un amour, d'une connexion précise.
Ah oui, le prénom Léna change tout. Ça rend l'enjeu tellement intime. Et on voit la vitesse à laquelle son esprit bascule. Une seconde, il est heureux, la seconde d'après, il imagine le pire scénario possible. C'est la fragilité psychologique est palpable. C'est une oscillation constante entre un micro-espoir, cette idée de l'autre côté, et la peur panique de l'échec. C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui est au bout de ses forces, où chaque petit répit est immédiatement dévoré par l'anxiété. Et cette anxiété, elle est aussi nourrie par le passé. D'un coup, le texte nous plonge dans un souvenir, celui de la gare de Milan. C'est une image très forte, presque un flash de stress post-traumatique. Il se souvient d'un homme, un arabe, avec une voix rauque et dure et des yeux qui brillaient d'une fièvre dangereuse. L'image est vraiment angoissante. Elle est terrifiante. Et la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ce souvenir-là, à ce moment précis? Cet homme de Milan, c'est une incarnation de tous les dangers qu'ils ont déjà affrontés. C'est le fantôme des mauvaises rencontres, de l'hostilité. C'est un mauvais présage qui remonte à la surface, quoi. Et cette expression fièvre dangereuse, c'est très ambigu. On ne sait pas si c'est une vraie maladie, la folie ou juste le désespoir. C'est toute la force de l'expression. Elle peut être lue à plusieurs niveaux. Littéralement, oui, la maladie, la misère physique. Mais aussi, métaphoriquement, la fièvre du désespoir, de la rage. Cet homme, c'est peut-être juste quelqu'un qui a tout perdu et qui est devenu un danger. Pour Milos, ce souvenir, c'est la matérialisation de tout ce qu'il craint, la déshumanisation par la souffrance. Et sa réaction est intéressante. Face à ce souvenir, le texte dit « Milos a haussé les épaules et il n'a plus écouté ». C'est un geste de défense, non? Essayer de chasser une mauvaise pensée. Exactement, c'est une tentative de garder le contrôle, de ne pas sombrer. Mais ça ne marche pas. Ou alors, ça marche une demi-seconde. C'est un geste presque tragique dans son inutilité. Parce que juste après avoir haussé les épaules pour chasser cette peur, un peu générale, qu'est-ce qui se passe? Une autre angoisse prend la place, mais encore plus forte. Voilà. La pensée suivante, c'est quand reverra-t-il Léna aux yeux de Topaz? Il a chassé le fantôme de Milan, mais c'est pour que le fantôme de la perte de Léna apparaisse. Et celui-là est 1000 fois plus douloureux. L'angoisse est un cercle vicieux. Et ce détail, aux yeux de Topaz, c'est ça qui est dévastateur. Ce n'est plus une peur vague, c'est l'image précise, belle, d'une chose unique au monde qu'il a peur de ne plus jamais revoir. La perte devient insupportable. C'est incroyable comment, en une seule page, l'auteur arrive à nous faire ressentir tout ça. En résumé, on a ce jeu de contraste permanent, la beauté de la nature contre l'angoisse, l'immobilité des corps contre le chaos dans la tête de Milos, et cette attente qui est à la fois un vide et le moment le plus dense de leur vie. Absolument. Et si on prend un peu de hauteur, ce qui est fascinant, c'est que, même sans connaître le reste du livre, cette page se suffit à elle-même. Elle fonctionne comme un tableau complet et universel de l'expérience de la fuite, de la migration, de l'attente tout simplement. L'auteur ne nous donne aucun détail, on ne sait pas d'où ils viennent, depuis combien de temps, et c'est volontaire. Ça nous force à nous concentrer sur l'émotion pure, sur l'universalité de cette angoisse. On est mis dans la même position qu'eux, en fait, dans l'incertitude totale. La seule question qui compte, c'est celle qui hante Milos. Qu'y a-t-il de l'autre côté? C'est ça. Le pouvoir du texte vient de tout ce qu'il ne dit pas. Il nous laisse avec cette question, avec cette tension. Et ça nous amène à la dernière image, ce soleil qui continue de monter. Le passage se clôt sur cette attente qui peut durer des heures, des jours. C'est un temps étiré, presque infini. Et on reste avec une image tellement ambivalente. Ce lever de soleil, au final, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole d'un nouvel espoir, l'aube d'une nouvelle vie, de l'autre côté? Ou alors, est-ce que c'est tout le contraire? Est-ce que cette lumière qui grandit, ce n'est pas une menace? La lumière crue qui va finir par les exposer, qui va les rendre visibles, vulnérables, et finalement les livrer au danger qu'ils redoutent. Est-ce que le soleil est leur allié ou leur ennemi? Le texte ne répond pas. Il nous laisse suspendus avec eux dans cette lumière incertaine. Et c'est ce qui rend cette page inoubliable.